Une seconde différence, c'est qu'on voit tout de suite la hiérarchie de crédibilité des documents. Dans une bibliothèque, on ne peut pas confondre un livre publié par les presses universitaires de France et un prospectus commercial d'une, que sais-je, vous voyez ce que je veux dire. Sur le web, toute cette hiérarchie a disparu. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais elle n'a été remplacée par rien. La troisième chose qu'on voit dans une bibliothèque, c'est le catalogue. Or, un moteur de recherche, ce n'est pas un catalogue. Là, il y a eu une honteuse capitulation du monde des bibliothécaires, parce que si elles n'avaient pas capitulé, c'est eux qui auraient fait Google et Wikipédia, ce serait pas l'inverse. Donc, un moteur de recherche, c'est même pas un index. C'est plutôt comment est-ce qu'on veut dire, l'entrepôt des invendus. Et puis, il y a une chose à la bibliothèque, par contre, on voit de moins en moins, c'est les encyclopédies. Pour arriver à trouver l'Universalis ou la Britannica ou le Larousse maintenant à la bibliothèque de l'ONU, qui est une des plus grandes bibliothèques d'Europe, il faut se mettre à genoux, pratiquement corrompre le bibliothécaire pour qu'il veuille bien aller en trouver encore un vague reste dans les sous-sols. Alors que c'est la Britannica, Universalis et Larousse qui étaient les mieux positionnés pour être Google à la place de Google. Merci aux programmateurs qui travaillent avec vous à proposer au public les auteurs qu'ils aiment et qu'ils souhaitent partager au public. Ces programmateurs méritent d'être cités ici. Ce sont Philippe Duvanel, Pascal Kramer, Younes Adjaraï, Max Loeb, Francine Sellier. La salle n'est pas pleine, donc je vais demander à ceux qui sont derrière de bien vouloir venir devant. Il suffit qu'il y en ait un qui se décide, en général les autres suivent. Les maisons d'édition, les librairies, les bibliothèques sont-elles armées pour le futur? Comment les aider? Comment échanger? Comment partager? Comment travailler ensemble? Quelles nouvelles formes d'expression naissent dans ce contexte? Et comment le livre peut-il mieux trouver sa place, par exemple, sur les réseaux sociaux? La Suisse francophone a sa partition à jouer pour l'ère francophone, un pied sur chacun des continents. C'est évidemment une chance, mais aussi une opportunité inouïe de faire rayonner littérature et idées. C'est par ailleurs une remise en question fondamentale d'activités traditionnelles, avec ses gagnants, ses perdants, les remises en jeu des intérêts, et puis l'effet parfois pervers d'une mondialisation qui laisse sur le carreau les moins rapides, les moins techno-branchés. Alors le numérique rend-il service à la démocratie? Les nouveaux acteurs qui ne sont pas ceux venus du monde du livre, de la chaîne du livre traditionnel. Je pense d'une part évidemment
aux outsiders comme Amazon et d'autres, enfin ces grands sites qui sont surgis du néant il y a 10-15 ans et qui occupent aujourd'hui une place considérable aussi bien dans la commercialisation du livre imprimé que du livre numérique, qui peuvent mettre en place des outils comme ceux que vous évoquiez tout à l'heure, des pratiques qui sont nouvelles, que le numérique rend possible, et ils le font, je peux dire, souvent, malheureusement, un peu à la sauvage, en faisant passer l'objectif de recherche de profit avant la culture et avant tout le reste. Et puis, à l'autre extrême, à l'autre bout, il y a aussi un foisonnement remarquable, moi je trouve, d'initiatives de publication numérique, d'écriture en ligne, fait par des auteurs, par des nouveaux éditeurs qui se saisissent de ces outils-là et qui publient des ouvrages, des textes qui peuvent être comme les textes classiques, qui peuvent être aussi intermédiaires entre des outils, des sites web et de la production littéraire traditionnelle. Bon, il y a là une créativité qui donne un nouvel espace aux créateurs que ne pouvaient pas offrir, bien entendu, l'édition imprimée. Donc voilà, c'est plutôt en termes de nouvelles opportunités que de révolution du modèle économique qu'il faut parler. Parce que c'est un livre qui fait référence, on est d'accord. Donc on consomme du livre. Et dans ce cadre-là, le numérique offre une solution pratique, un peu moins chère que le papier, et puis aussi un peu moins gênante. C'est assez drôle, nous, la meilleure vente qu'on a eue en livre numérique l'année dernière, c'est 50 Shades of Grey. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens avaient envie de le lire, mais pas forcément envie qu'on le sache. On ne voit pas la couverture. Hein. Voilà. Donc là, c'est anecdotique. De la même recommandation de nos libraires, du même accompagnement. Donc déjà, c'est un avantage pour le client. Après, il se détermine sur le papier ou sur le numérique. Ça, c'est son choix. On assiste à quelque chose de très intéressant en ce moment, c'est-à-dire le développement du livre numérique continue en Europe, doucement, comme on le sait, on l'a déjà dit. Aux États-Unis, on vit un palier et même une légère décrue. Je pense que c'est quelque chose qui est important à dire, parce que, bon, voilà, l'histoire n'est pas écrite, mais en tous les cas, il y a une pause, disons. Comment est-ce qu'on l'explique, la décrue? Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Il y a les prix ont augmenté, ils ont beaucoup augmenté, notamment chez les 5 plus gros éditeurs américains, dont le Hachette américain. Ça, c'est une première chose. Et il y a sans doute une grande sensibilité au prix, parce que cette hausse a été assez brutale. Il y a le fait qu'une partie de la lecture numérique n'est pas appréhendée par les statistiques, parce qu'elle s'adresse justement à ce continent qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'auto-édition, qui est très important et qui non, c'est-à-dire qu'ils vont dire moi, ok, cher éditeur, vous me publiez en papier, mais mon choix, mon modèle économique, et c'est un modèle économique aussi, mon choix, c'est de me publier moi-même en numérique. Ou à l'inverse, s'adresser à des éditeurs pure players qui ne publient qu'en numérique et disent « Ok, je vous laisse les droits sur l'exploitation numérique, mais je me charge de l'exploitation numérique. » Oui, allô? Allô? Bonjour. Allô? C'était pour toi, François. Mais il a raccroché. T'as des problèmes avec ton éditeur actuellement ou il y a quelque chose? Alors là, je pense que c'est vraiment cette question de l'attachement. Donc c'est cette idée, s'il y a un décalage qui est important entre ce qu'on vit et ce qu'on voudrait vivre, parce qu'on est dans la comparaison, parce qu'on est dans l'attente, parce que... Alors oui, vous dites, vous faites faire un petit exercice sur le bonheur et du gâteau. C'est pas qu'une histoire de Tchernobyl, c'est vraiment une histoire de la vie et de la transformation qui s'opère. Chacun de nous passe tous par cette étape à un moment ou à un autre de notre vie. Et j'avais commencé ce projet en 2012 en me disant il faut... Je suis diabétique, je commence à sentir. Qui se fracassent, les cris des enfants et des femmes. Ouais, c'est le massacre des caves, ça. Mais il y a eu 2 massacres. Il y a eu un massacre avec des Espagnols qui ont commencé à massacrer les Apaches.
plus fort qui bien que ça fonctionne comme ça. Donc c'est pour Apache qui libère les droites, ils sont fait imprimer, C'est un choix très éclectique. Un spectacle à la fois propre et populaire. Oui, on va dire. J'aime les deux genres. Je continue encore. Tu fais quoi? Rapprocher? Vous qui avez été pionnier dans l'édition solidaire, dans la co-édition solidaire, est-ce que le numérique est apparu il y a une quinzaine d'années comme la solution miracle, en se disant ben voilà, ça va tout changer? Est-ce qu'on faisait péniblement physiquement, en faisant peut-être en tentant avec les moyens du bord de faire savoir, est-ce que le numérique est la réponse à tout? Non, bien sûr pas. Il faut dire que le numérique, vous savez tous, c'est une banalité, mais c'est bien de le rappeler, le numérique est né avec la composition typographique sur ordinateur, et donc nous pratiquons le numérique depuis que nous pratiquons les ordinateurs. La seule chose qui change profondément, c'est que tout le processus éditorial mis en place grâce aux avancées du numérique permettent de repenser toute la configuration de ce qui est du domaine de l'écrit, du livre, ou de ce qui n'est plus livre, des plateformes, comme dirait François Bon, c'est notre base commune. Et donc c'est ce langage-là qu'on doit apprendre, et mieux l'apprendre et mieux le connaître. Et donc ce qui est de l'ordre de la fracture numérique dans les rapports Nord-Sud, on essaie de le combler à ce niveau-là, c'est-à-dire les instruments, déjà, les instruments que nous utilisons, comment nous les utilisons, à quel but, quelles sont les opportunités qu'ils donnent, et donc de mutualiser nos pratiques par rapport au livre lui-même. On a beaucoup de développement intéressant au niveau des coéditions d'une part, de la commercialisation des livres, parce qu'il n'y a pas de circuit de diffusion en Afrique comme nous les avons ici. Donc nous avons pensé à beaucoup de choses ensemble et nous continuons dans le cadre du numérique. Donc sur le site de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, il y a un laboratoire numérique dans lequel, d'une part, il y a des outils, il y a des modalités, des manières de faire, des pratiques, des usages, et il y a des études. Comme nous avons quand même 6 réseaux linguistiques qui couvrent tous les continents du monde avec 6 langues, et nous menons des études depuis la Chine jusqu'en Amérique latine, de l'Afrique du Sud jusqu'en Europe du Nord. On a les moyens de recueillir un maximum d'informations, d'expériences, d'expérimentation. Je teste une nouvelle manière de faire.
Il y a du Casenaestat un petit peu dedans, mais c'est pas grave, il nous en veut pas. La question c'est comment on fait pour pas que ça bouge trop, ce machin.